Ceci, mes amis, est la toute dernière carte graphique sortie en date par Nvidia au moment où je publie cette vidéo. C'est aussi la plus entrée de gamme. Pour l'instant, il n'y a rien en dessous. On est sur une 5070. Il n'y a pas de 5060. Il n'y a pas de 5050. Et elle coûte au prix MSRP, donc le prix conseillé par les vendeurs, 650 €. Ce qui veut dire que si vous voulez vous faire un PC avec une RTX 5000, si vous n'avez pas au minimum 650 €, vous ne pouvez pas vous faire de PC. Et 650, c'est vraiment le grand minimum juste pour la carte, parce qu'avec une carte, on va nulle part. Faut recompter au minimum 600 € pour se faire une config. Donc on va dire prix d'entrée pour un PC 1200-1300 €. Et surtout qu'ici on est sur une Prime de chez Asus, donc un modèle MSRP, c'est-à-dire que c'est probablement l'une des moins chères qui va sortir. Et pour les autres modèles qui ne sont pas au prix MSRP, je n'ai pas encore reçu les autres prix au moment où je tourne cette vidéo, et ben je mets ma main à couper qu'ils vont se trouver autour des 800 €. Il faut savoir aussi que 650 €, c'est le prix MSRP auquel avait été lancée la 4070, donc ça n'a pas augmenté. Moi j'ai donc en ma possession la 5070 Prime de chez Asus, c'est le nouvel entrée de gamme, c'est le nouveau low cost, on va dire, de chez Asus. On a déjà depuis pas mal d'années des cartes mères en Prime qui sont pas forcément très chères. On a vu passer récemment des water cooling en Prime, maintenant des cartes graphiques en Prime. Et d'un côté, malgré le prix quand même assez haut pour du milieu de gamme, c'est cool qu'Asus ait fait un prix MSRP pour cette carte-là. MSRP, ça veut donc dire que c'est le même prix qui va être mis pour la Founder, pour la carte d'Nvidia, donc le prix conseillé. Je vous la montre d'un petit peu plus près. On est sur une carte qui est quand même relativement sobre, qui est assez jolie, elle n'occupe que 2 slots, ça c'est cool. On retourne sur quelque chose d'assez correct en termes de taille, quelque chose d'un petit peu moins ridicule. Moi je l'ai comparé à une 4070 Super de chez Asus, toujours la TUF, qui est quand même plus épaisse, qui prend 3 slots. Je vous les montre quand même l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer. Vous pouvez voir que la TUF qui se trouve ici dans ma main gauche, elle est quand même plus épaisse. Et après en termes de longueur et de largeur, on est sur quelque chose d'assez similaire pour les deux cartes. Comme je l'ai dit, cette carte graphique vient s'inscrire dans le milieu de gamme de chez Nvidia. Les 70 sont des milieux de gamme, malgré que la 70 Ti soit quand même assez haut de gamme en termes de performance, mais comme je l'ai dit, c'est pas comme ça qu'on classifie des gammes. Ici voilà, pour le coup c'est le milieu de gamme, mais pour l'instant l'entrée de gamme, parce qu'il n'y a pas de carte en dessous. On ne sait pas si Nvidia vont faire une 60, on ne sait pas s'ils vont faire une 50, on ne sait encore rien à ce jour. Concernant les 60, il y a de fortes chances que ce soit le cas, ils l'ont toujours fait, et ça a toujours été annoncé un petit peu plus tard. Les 50, je pense pas, à part peut-être pour les PC portables, mais je doute fortement qu'on ait une série 50 pour ces cartes, même si ce serait vraiment quand même très bien. Avoir une petite carte graphique bas budget qui soit pas très performante en rasterisation, mais qui permette l'accès au multi-frame generation pour ceux qui n'ont pas de budget, ça pourrait être cool Nvidia, vous allez pas les vendre très cher, mais vous allez en vendre plein, et je pense que vous le savez. Et donc je vais comparer cette carte à une 4070 Super, qui est le modèle un petit peu au-dessus de la 4070, celle face à laquelle normalement celle-ci devrait se positionner. Je n'ai malheureusement plus en ma possession de 4070, et aujourd'hui ça devient compliqué d'en trouver à des prix décents. Ça c'est votre faute Nvidia, vous avez arrêté la production il y a quelques mois, bah tant pis, ce sera un test face à une 4070 Super. Mais avant ça, je vous informe que cette vidéo a été sponsorisée par mon partenaire de toujours, Vipure Sidiki. Vipure Sidiki, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation, et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement, et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourSidiki, et sur ce, on retourne au sujet principal. Comme d'habitude, on commence avec 3D Mark, où elle a été d'abord comparée à une 4070 Super et à la 5070 Ti. Et ce qu'on peut constater, c'est que la moyenne générale est d'environ 10% de gain par rapport à la 4070 Super. C'est vraiment pas beaucoup. Cependant, il faut bien prendre en compte que la 4070 est environ 5% moins perf que la 4070 Super sur 3D Mark. Par contre, il y a un énorme fossé entre la 5070 et la 5070 Ti. Et ça, c'est pas logique du tout. On pourrait se dire que c'est parce que la 5070 Ti est trop puissante, mais c'est l'inverse. C'est la 5070 qui est trop faible. Concernant les benches en jeu, j'ai procédé en 2 étapes. La première, c'est que je l'ai comparé à la 5070 Ti en 4K, parce que je me dis encore une fois qu'une carte qui
coûte ce prix-là, et qui en plus de ça a quand même été comparé à une 4090 lors de la présentation d'NVIDIA, bah il faut quand même qu'elle fasse ses preuves. Donc même si initialement la 70 n'est pas pensée pour faire de la grosse 4K, vendue à 650 € MSRP, et je doute pas qu'il y aura des modèles qui vont se trouver entre 800 et 900 €, on va quand même voir ce qu'elle vaut en 4K. Donc tout d'abord sur Black Myth Wukong avec le DLSS et le path tracing activé, on peut voir qu'on n'atteint même pas les 60 FPS. Bon, la 5070 Ti s'en sort pas beaucoup mieux, mais là voilà, on a quand même entre 15 et 20 FPS d'écart. Sur Cyberpunk, lorsqu'on active le DLSS x4, bah évidemment là elle s'en sort parfaitement bien, hein. Je veux dire 120 FPS en 4K avec une 5070, c'est absolument énorme, mais si on le désactive, ça rigole un petit peu moins. Bon, faut le reconnaître, même en x2, une 70 en 4K sur ce jeu-là, on reste tout de même sur une bonne moyenne allant de 60 à 80 FPS. C'est pas mal du tout. Mais la 4070 était déjà capable de le faire. Mais évidemment, dès lors qu'on va désactiver le DLSS et le ray tracing bien sûr, on va subir une grosse chute de FPS. Donc la puissance brute de cette carte ne suffit pas pour faire tourner un jeu en 4K correctement. Et venez pas me dire que chez vous ça fonctionne très bien avec votre 4070 ou même 3070, on s'en branle que vous fassiez tourner GTA 5 ou Horizon Zero Dawn en 4K, c'est des jeux qui ont 10 ans putain. Après cette très grosse colère, j'espère que je ne vous ai pas fait peur, on passe sur Hogwarts Legacy où encore une fois avec le DLSS en x4, ça fait des miracles, c'est incroyable, c'est magnifique. Plus de 140 FPS en 4K, qui l'aurait cru pour une 5070? Mais vous connaissez la chanson, dès qu'on va désactiver le DLSS et le ray tracing, on va chuter encore une fois. Ici on se retrouve quand même aux alentours des 60 FPS, ça m'étonne quand même de la part de ce jeu. En 4K c'est pas mal du tout et ça reste très confort pour jouer. Sur Icarus on obtient des performances qui sont pas mal du tout en vrai pour une carte comme ça, surtout qu'Icarus c'est pas le jeu le plus optimisé, mais par contre qui encore une fois sont vraiment très écartés par rapport à la 5070 Ti. Vraiment l'écart qu'il y a entre les deux cartes c'est pas normal du tout, c'est normal qu'une Ti soit plus performante, mais là j'ai plus l'impression de voir une 4070 contre une 5080 et malheureusement ça pose problème. Je suis ensuite passé sur le benchmark de Monster Hunter Wilds et bon, malgré que ce jeu ait des problèmes d'optimisation, il y a un problème là. Je veux dire, c'est pas normal. Ah bah si, en fait, c'est totalement normal, puisqu'on a que 12 Go de VRAM sur cette carte et que c'est plus du tout assez pour certains jeux. Alors là, certes, les 12 Go, on les a pas atteints, mais plus on se rapproche de la limite, plus c'est dangereux. Donc Monster Hunter Wilds en 4K, c'est niette, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Sur A Plague Tale Requiem, on s'en sort plutôt bien, on n'est pas loin des 100 FPS, mine de rien, avec le DLSS activé et pas en x4. Microsoft Flight Simulator s'en sort vachement bien également, par contre je suis de nouveau choqué par le fossé qu'il y a entre les deux au niveau FPS. La 5070 Ti avait déjà montré un certain écart vis-à-vis de la 5080, mais là c'est quand même beaucoup plus prononcé, et cette fois-ci bah, c'est beaucoup moins positif puisque ça remet beaucoup en question le placement des cartes. Et pour finir sur Star Wars Outlaws, la 5070 s'en sort étonnamment bien. Évidemment, dès qu'on va désactiver le DLSS et le ray tracing, on va retomber sur des performances vraiment ridicules. Et ce, pour les deux cartes, là vous pouvez voir qu'il y a littéralement aucun fossé, hein. Je veux dire on est pratiquement au même nombre de FPS, ça pour le coup je vise complètement Ubisoft et pas Nvidia. Même si encore une fois c'est normal quand on a que 12 Go de VRAM et qu'on se rapproche très dangereusement, mais bon, Ubisoft, c'est bizarre quand même que votre jeu y prenne autant alors qu'il est moche. On passe maintenant à la comparaison contre la 4070 Super en 1440p, donc 2K comme vous aimez l'appeler. Et on commence de nouveau par Black Myth Wukong, où là, il faut le dire, on a de très belles performances. On a un écart qui est pas énormément creusé, mais je le rappelle, on est sur une 4070 Super et pas une 4070. Sur Cyberpunk, on a de belles performances, mais bizarrement, la 4070 Super perf mieux que la 5070. Donc là, pour le coup, ça dépend de l'optimisation du jeu, de plein de choses, mais voilà, c'est en faveur de la 4070 Super, même si les scores sont très proches. Mais la 5070 a un pouvoir que la 4070 Super n'a pas, et dès lors qu'on l'active, bam, pratiquement 200 FPS en 1440p avec le path tracing activé. Vous allez faire quoi? Encore une fois, le DLSS 4 est la solution à tout si on accepte tous les petits problèmes qu'il peut y avoir avec. Et sans le DLSS ni le ray tracing, la carte s'en sort plutôt bien, mais au final, ça reste quand même très similaire à une 4070. Sur Icarus, on a encore de belles performances, surtout que c'est un jeu assez gourmand, donc en 1440p, le jeu s'en sort très bien, avec le ray tracing et le DLSS activé, bien entendu. C'est pareil pour A Plague Tale Requiem, on dépasse les 100 FPS sans souci et la carte graphique ne bronche pas. Pareil pour Microsoft Flight Simulator, on a de belles performances, même si encore une fois, pas très écarté par rapport à la 4070 Super. On en revient maintenant à Monster Hunter, qui montre de bien meilleurs résultats en 1440p et surtout qui arrive à tenir sans frise dans tous les sens. Ce jeu a certes grandement besoin d'être optimisé, mais la carte s'en sort déjà plutôt pas trop mal. Sur Star Wars Outlaws, on se tape les mêmes performances pour les deux cartes, c'est assez marrant. Et puis bon, on tape même pas 100 FPS en 1440p, c'est un petit peu dommage. Je sais plus trop quoi dire là. Est-ce que vous savez c'est quand la dernière fois que j'ai eu un bug du genre? C'était sur Tomb Raider, mais
On parle de Tomb Raider 1 sur PlayStation qui est sorti dans les années 90. C'est triste quand même, moi en tant que bon fan de la saga Star Wars, je voulais un bon jeu, c'est tout. Et donc pour avoir un nombre de FPS très élevé sur ce jeu en 1440p, il faudra activer le DLSS x4. Concernant les températures de la 5070, mon modèle à moi, donc le Prime de chez Asus, se retrouve toujours aux alentours des 30-35 degrés au repos, c'est correct. Mais par contre, ce qui est plus correct, c'est de ne pas dépasser les 62 degrés en jeu lorsque la carte graphique est à 100%, vraiment, même sur la durée. Elle chauffe pas. Il faut dire qu'avec un TDP de 250 watts, c'est pas étonnant, l'inverse aurait vraiment été un gros problème. Mais en tout cas, ça reste un bon point, la carte ne chauffe pas. Alors, mon avis, ma conclusion sur cette carte graphique, et je pense que ça va être très très simple, pour moi en fait c'est une 4070 Super avec du multi-frame generation si on le souhaite. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, au revoir, bisous. Non, en vrai, on va détailler un petit peu plus que ça. Dans les faits, oui, elle n'est que très peu plus performante qu'une 4070 Super, et on a pu le voir qu'il y a certains jeux où c'était même pas le cas, même si ça se joue toujours à 3-4 FPS. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut bien noter que mes tests ont été effectués sur une 4070 Super et non sur une 4070 qui devait être normalement la carte à comparer contre celle-ci, et la 4070 Super perf environ 5, 7, 8% de plus par rapport à la 4070. Donc si la 5070 s'est montrée 5 à 10% plus performante que la 4070 Super, il faudra se dire que par rapport à la 4070, ce sera environ 10 à 15% plus performant. C'est pas une grosse évolution, c'est pas un gros gain de performance, mais c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir sur la 5080, sur la 5070 Ti. La 5090, il y avait une évolution un peu plus conséquente, notamment sur les côtés multitâches, créatifs. Mais si on regarde que le gaming, c'est assez cohérent avec ce qu'on a pu voir déjà sur les autres 5000 par rapport aux 4000. Nvidia sort une nouvelle génération de cartes tous les 2 ans, et à l'époque, on m'avait expliqué que une fois sur deux, ils focus la performance, donc le gain de performance, et la fois d'après, ils vont focus les technologies. Cette fois-ci, Nvidia se sont donc consacrés à mort sur le DLSS 4. En soi, le DLSS n'est pas une nouvelle technologie, mais le multi-frame generation qui est dedans, quand même, c'est une grosse évolution du frame generation. Et donc, si on doit comparer ces 5000 aux 4000, on va dire que on a une petite évolution de puissance et beaucoup d'évolution point de vue technologie. Donc, est-ce que ces cartes valent le coup? On peut y répondre en se posant 3 questions. Première question, est-ce que ces cartes sont bonnes? Est-ce qu'elles performent? La réponse est oui. Ce sont des cartes performantes, quoi qu'il arrive. Dès lors que vous arrivez à faire tourner les jeux que vous voulez avec le nombre de FPS que vous voulez, ça veut dire que la carte est performante. Évidemment, si vous prenez une 70 pour faire tourner des jeux en full 4K, avec le path tracing au max, tout en extrême, en ultra et tout, vous êtes juste trompé de carte. Là, c'est plutôt vers du 80, voire peut-être 90 qu'il faudrait aller. Et encore, 90, je pèse mes mots parce que c'est pas une carte qui est faite pour tout le monde et c'est pas une carte qui est faite pour ceux qui veulent le maximum du gaming. C'est pas une carte qui sert à ça. C'est ce qu'elle peut faire, mais c'est pas ce qu'elle est. C'est pas à ce à quoi elle sert. Deuxième question, est-ce qu'il y a une grosse évolution par rapport à la génération précédente? Pas vraiment. On peut le voir, non. La différence de performance brute en rasterisation entre les cartes, elle est vraiment pas folle. Il faut dire ce qui est, c'est pas fou. Après, il y a ce débat de la rasterisation aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tout le monde, pas forcément. On va dire que les plus intéressés et les puristes s'y intéressent. Et en soi, ils pourraient avoir raison de penser comme ça, parce que je peux comprendre que des mecs n'ont pas forcément envie de se retrouver avec des boîtes un petit peu vides, mais sous couvert d'IA et de quelques petits pansements, on va dire quelques petites bricoles qui font que ça performe. Je peux comprendre que beaucoup se sentent roulés et trouvent absolument pas ça normal. Mais après, sur le côté, il y a des gens qui sont beaucoup moins regardants, des gens qui, par exemple, viennent de la console et n'y connaissent pas grand-chose à l'hardware et veulent juste jouer, et même sans venir des consoles, on peut être très intéressé par les performances sans pour autant regarder si c'est de la raster ou pas. Et le marché le montre, il y a beaucoup plus de gens dans ce cas-là que de puristes, et c'est normal. Faut pas oublier que l'intérêt pour l'hardware, la passion, c'est très niche. Est-ce que ça justifie le fait qu'Nvidia puisse vendre ce qu'ils veulent à n'importe qui, à n'importe quel prix? Non, mais eux, dans leur tête, ils vont se dire, mais qui le saura? C'est pour ça que c'est un petit peu le boulot des gens qui font des vidéos, de dire, oui, ok, regardez, cette carte, elle fonctionne, mais attention, il y a un petit truc là-dessous. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je suis hyper intéressé par l'IA, je voyais totalement un développement dans ce sens-là depuis 1 an, 2 ans, j'en parle sur ma chaîne, et voir qu'on y arrive d'un côté, ça m'intéresse, ça me passionne, mais pour l'instant, le résultat, il est pas tout à fait concluant. On va dire que le côté un petit peu buggé de la techno et les prix, c'est pas ce à quoi j'aspirais. Et justement, les prix, c'est le 3e point. Est-ce que cette génération de cartes est concluante au niveau du prix? Est-ce qu'elle est intéressante? Eh bien, pour le coup, pas du tout. Et là-dessus, c'est un petit peu compliqué parce que Nvidia, ils se défendent un petit peu en disant que ces cartes sont vendues plus ou moins au même prix que les générations précédentes, enfin du moins la 4000. Et d'un côté, c'est pas vraiment faux. Il y a certaines cartes qui ont conservé un prix très similaire, mais il y a une certaine hypocrisie là derrière. Parce que comme vous le savez, lorsque Nvidia sort une nouvelle génération de cartes, on a d'abord les Founders qui sortent, donc leurs cartes à eux, les originales, on va dire, qui sont souvent les modèles les plus basiques qui, on va se le dire, performent le moins. Ceux qui n'ont pas de fréquence boostée, ceux qui n'ont pas un refroidissement
lancement qui est boosté lui également. C'est vraiment la carte de base, la puce, le PCB et ce qu'NVIDIA ont décidé de mettre autour. Et après, on va voir les customs. Les customs sont généralement celles qui sont le plus disponibles parce que les founders disparaissent très vite et ne sont plus achetables très rapidement. Et les customs, c'est celles que les gens vont acheter le plus parce qu'elles vont être longtemps sur le marché, durant toute la production jusqu'à ce qu'NVIDIA décide de l'arrêter. Et ce sont aussi les plus chères. Et les customs au prix MSRP, il y en a, mais en petite quantité. Elles disparaissent vite et parfois, les MSRP, ils se retrouvent un petit peu montés. Et surtout, oui, les prix de ces customs sont vachement plus élevés. Là, je vous le dis, celle-ci, elle est à 649 € en prix MSRP. Je m'attends pas à avoir une carte custom à 700 € ou à 750. Pour moi, ça va être tapé dans les 800, pourquoi pas 900 même. Après, 900 peut-être pas. Ce serait un petit peu exagéré puisqu'on a eu une 5070 Ti MSRP à 889, c'est quelque chose comme ça. Il me semble donc avoir une 5070 à 900 €. Je sais même pas mettre de mots là-dessus, tellement ce serait anormal. Et donc, les 3 questions en résumé, ces cartes sont bonnes et performent, l'évolution n'est pas grande et les prix sont trop hauts. Donc, à mon sens, juste le fait que ces cartes performent, ça en fait pas une bonne génération, puisque les 4000 performaient déjà bien, puisque les 3000 performaient déjà bien. Et ici, entre les 4000 et 5000, on n'a pas un écart qui est gigantesque si on compte pas sur le multi-frame generation. Attention, je dis pas qu'il faut compter dessus, hein. Moi, quand il est disponible, je l'utilise. Parfois, ça fait des miracles, ça fonctionne bien. Parfois, on peut se rendre compte que c'est pas ouf. Faudra, à mon avis, encore un petit peu de temps avant que la techno soit vraiment irréprochable. Mais donc, ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ça se retrouvent avec une génération qui est chère, qui est plus cher que la précédente au final pour des performances très similaires. Et au final, aujourd'hui, si vous hésitiez entre une 4000 ou une 5000, on ne vous laisse même pas le choix de retourner sur une 4000 puisque Nvidia ont arrêté la production il y a quelques mois, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'en trouve plus beaucoup et celles qu'on trouve, elles sont super chères. Donc on en revient à la même conclusion. C'est pas une génération intéressante. On a un multi-frame generation qui est cool, mais sur le côté, on a des cartes qui sont beaucoup trop chères et qui ne montrent pas une grosse évolution. Après, il y a le point de vue des stocks et tout, mais ça, c'est une histoire de lancement. Vous allez voir que dans quelques mois, ce sera de l'histoire ancienne. On est complètement en train de revivre le même scénario qu'en 2021. Et c'est vraiment dommage, en fait. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment qu'on a ce côté où Nvidia se décharge un petit peu de tout ça en disant, nous, nos cartes, on les vend à des prix normaux. Mais ce qu'il y a, c'est que les autres revendeurs, les autres fabricants de cartes, les marques partenaires, ne fabriquent pas les puces eux-mêmes, ne fabriquent pas toute la carte eux-mêmes, donc c'est Nvidia qui leur revend ce qu'il faut pour créer finalement la carte finale. Déjà, ça c'est que de la supposition et des bruits de couloir, parce que moi je fais pas partie de cette industrie-là, mais il y a un monde où Nvidia revend leurs produits super chers aux partenaires, et du coup, les partenaires sont obligés de les vendre encore plus cher pour faire un minimum de bénéfices. Comme je l'ai dit, ils ont quand même un certain contrôle là-dessus, et ils pourraient très bien produire beaucoup plus de founders et vendre beaucoup plus de founders, ou alors vendre leur puces moins cher aux marques. Pourquoi ils ne le font pas? Eh bien, tout simplement parce qu'ils s'en foutent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais tous les gens qui se plaignent comme vous et moi de ce qui se passe actuellement, on est vraiment une minorité à côté de tous les gens qui achètent des cartes graphiques ou même des gens qui achètent des PC complets incluant déjà des cartes graphiques, puisque c'est ce qui vend le plus au final, c'est les PC prémontés. Donc notre avis d'intéressé ne compte que très peu finalement à côté de ce marché qui est énorme, voire peut-être même pas du tout. Après on remet beaucoup la faute à Nvidia, mais il n'y a pas que dans la boucle, c'est normal que c'est eux qui prennent tout parce que c'est leur image, c'est leur responsabilité. Par exemple, moi je suis responsable du contenu que je publie, que ce soit la vidéo, les titres, les miniatures. Les miniatures, ce n'est pas moi qui les fais, je paye des gens pour le faire, mais si demain je publie une vidéo où il y a un énorme chibre sur la miniature, je le sais, je l'ai vu et je l'ai quand même publié, donc le responsable finalement c'est moi, c'est pas le Miniamaker qui va prendre. Et là c'est un petit peu le cas, mais voilà, il faut savoir que oui, dans la chaîne, tout le monde se gave. Nvidia se gave, les autres fabricants se gavent, les fournisseurs se gavent, les boutiques se gavent, tout le monde prend son pain, il y a de l'argent à prendre, c'est comme ça. La situation est quand même un petit peu frustrante de mon côté de la barrière, parce que je suis pas là pour vous vendre du matériel, je suis pas là pour vous vendre des produits, mais juste vous les présenter. Et je sais à quel point les gens attendent ça. Ça fait depuis 2 ans que les gens me parlent des 5000 alors qu'elles étaient même pas encore annoncées. Et ça va être pareil pour les 6000 maintenant que les 5000 sont là. Dans un mois ou 2, on va me dire, tu penses qu'il faut acheter une 5000 ou il vaut mieux attendre les 6000? C'est toujours comme ça et c'est pas une critique parce que je comprends parfaitement les gens qui veulent un avis là-dessus. Et le problème, c'est que là, de génération en génération, ça devient vraiment pénible en fait à chaque fois de faire ça parce que je suis hype avant le lancement et puis quand on s'aperçoit de comment sont les cartes, je suis moins hype et au final quand je vous présente ces cartes, j'ai plus aucune envie. Je le fais parce que je me sens un petit peu responsable quand même, je sens que j'ai un devoir par rapport à ça vu que j'ai commencé ma chaîne là-dessus et je le fais aussi parce que je sais que parmi vous il y en a qui recherchent des avis.
mais je vous avoue que j'ai plus envie. Donc je pense que dans les années qui vont suivre, en admettant que je sois encore sur YouTube, hein, je ne présenterai plus les nouvelles générations de cartes graphiques Nvidia tant que ce sera comme ça. Là, pour la suite de celle-ci, on va voir s'il y a une 5060 qui sort. Si c'est le cas, je la présenterai pour clôturer un petit peu la boucle, ce chapitre RTX 5000. Mais pour les années qui suivent, je pense pas m'y recoller parce qu'en fait, faut que vous le sachiez, c'est quand même beaucoup de temps, mine de rien. Faire les benchmarks, pas forcément, ça prend le temps qu'il faut, mais c'est surtout toute l'organisation qu'il va y avoir autour. On dépend d'Nvidia, on dépend des marques, on dépend de quand on va recevoir la carte. On a parfois des délais très courts. Il faut savoir que depuis le lancement des 5000, cette carte, c'est la première que je reçois en temps et en heure. Les autres, je les ai toutes reçues en retard. Je me plains pas forcément par rapport à ça, parce que il peut y avoir des problèmes sur plein de choses, hein, sur la ligne d'envoi, tout ça. Bon, le problème, c'est quand on te dit, est-ce que tu veux recevoir une 5000 pour la sortir à telle date ? Tu dis oui, tu organises ton planning en fonction de ça, et au final, la carte n'arrive pas, donc ton planning est niqué, et t'as sauté une semaine. T'as sauté une semaine où t'as pas sorti de vidéo, et parfois deux. Et quand ça arrive, c'est un petit peu la faute de tout le monde, des personnes en même temps, hein, puisque ça peut être un expéditeur qui l'a retenu à la douane, qui a mis du temps à la livrer. Bon, initialement, c'est déjà très compliqué, mais ce qui complique vraiment tout, c'est que Nvidia envoie vraiment leurs cartes en dernière minute. Et pour le coup, je vise même pas Nvidia France, puisque eux-mêmes sont un petit peu en galère à chaque fois à cause de ça, hein. Ils savent les choses très tard, et même s'ils savent, j'imagine qu'ils ont des politiques de confidentialité qui fait que peuvent rien dire du tout, mais au final, ça complique les choses pour tout le monde. En plus de ça, il faut le dire, aujourd'hui, sur YouTube, ça s'est bien rempli dans le milieu hardware francophone, hein, on n'est pas 50 non plus, mais il y a une époque où on était peut-être 2 ou 3 à faire des reviews Nvidia, parce qu'il n'y avait pas grand monde, ou alors parce que leur chaîne n'était pas encore suffisamment conséquente. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chaînes, et en plus de ça, Nvidia ouvre beaucoup plus leurs portes aux petits créateurs. Ça reste malgré tout une super belle opportunité de recevoir ces cartes en avance, un privilège même, hein, de pouvoir les tester comme ça en avance, et je ne dis pas que je ne parlerai plus de cartes graphiques, je ne dis pas que je ne ferai plus de tests. Je dis juste que dans le futur, j'accorderai moins d'importance à ce lancement. Je serai moins focus là-dessus parce que ça devient de plus en plus compliqué et moins concluant. Mais en tout cas, un grand merci quand même à tous les marques qui me font confiance pour ça, et Nvidia également, hein, avec qui j'ai pas toujours été en bon terme ces dernières années, mais qui ont quand même refait un pas vers moi pour essayer d'arranger les choses. Et bon, même si j'ai pas été très cool durant la sortie de ces 5000, ça veut pas pour autant dire que je déteste la marque et qu'elle doit couler, loin de là. Il faut qu'ils existent, mais on a vraiment besoin d'un gros concurrent qui va venir et redescendre tous ses prix, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus gros problème. Bref, j'ai beaucoup parlé. J'espère tout de même que ça vous aura appris des choses sur la carte en elle-même. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur celle qui se trouve juste ici à côté de moi. Et pour vous abonner à ma chaîne, ça se passe sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.